Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition. Les titres de ce soir, nous avons une déclaration du ministre de la Santé suite à l'apparition du nouveau variant Omicron dans le monde. Et sur la scène internationale, en Indonésie, le bilan s'alourdit après l'éruption du volcan Semeru. Les secours s'organisent. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous recevoir chez vous sur cette édition de 22h. On commence avec les actualités à la une suite à l'apparition d'un nouveau variant du coronavirus dénommé Omicron. Au regard des récentes menaces encourues, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, s'est exprimé sur la situation épidémique ainsi que sur les nouvelles mesures préventives prises par le département de la Santé. Écoutons le ministre. Dans les contextes épidémiologiques mondiaux marqués par une forte circulation du virus du Covid-19, depuis le début de l'année 2020, le gouvernement de Djibouti, avec à sa tête le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a mis en place des dispositifs de gestion et de riposte contre cette pandémie. Suite à l'apparition du nouveau variant Omicron, encore plus contagieux, plus virulent, ces dernières semaines de la part du monde, le ministère de la Santé a tenu et tient régulièrement des comités techniques et des comités de coordination scientifique. Les données actuelles indiqueraient que le variant Omicron serait facilement transmissible, mais les preuves sont encore limitées pour le moment. Afin de réduire le risque d'importation du virus et de tout autre variant, il a été décidé de renforcer et de rester plus vigilant concernant les points d'entrée de notre territoire, qu'elles soient terrestres, aériennes, maritimes, ferroviaires, par la mise en place systématique et la poursuite systématique du dépistage du Covid-19, une simulation du plan blanc de nos structures de santé a été donc enclenchée. Les dépistages vont se dérouler dans les lieux habituels. Nous allons le renforcer par des dépistages au niveau des polycliniques, mais également dans les régions sanitaires. L'accélération de la vaccination de proximité sur tous les territoires, le port de masques dans les espaces publics, les lieux clos, ainsi que dans les transports en commun. La distanciation physique d'au moins 1 mètre, le lavage régulier des mains au savon et au gel hydroalcoolique. Mesdames et messieurs, la vaccination avec la stricte application des gestes barrières reste pour le moment les armes les plus efficaces contre les conséquences néfastes du Covid-19. J'appelle donc à toute votre responsabilité, tant individuelle que collective, pour vous rendre aux vaccinodromes, mais également aux unités mobiles de proximité, c'est-à-dire les vaccinobus, au niveau des quartiers de la capitale et dans les régions sanitaires. Soyez vigilants, protégez-vous, vaccinez-vous. Dans notre magazine de ce soir, malgré une économie mondiale impactée par le Covid-19, la République de Djibouti a réussi à se relever pour renouer avec une situation quasi normale. C'est un mag fait par la rédaction concernant l'économie du pays lors du Covid-19. Malgré une économie mondiale impactée par le Covid-19, la République de Djibouti a réussi à se relever pour renouer avec une situation quasi normale. Djibouti ne perd jamais de vue son principal objectif qui est de faire de notre pays un hub logistique incontournable dans la région. C'est pourquoi, depuis la mise en service du port d'Idoralé en 2006, les transformations sont radicales. Des investissements conséquents ont été consentis pour devenir une des plaques tournantes des échanges régionaux entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, la société de gestion du terminal à conteneurs, la SGTD, a étendu ses capacités et propose des installations de classe mondiale. Une équipe 100% djiboutienne, dynamique et performante a fait la différence en quelques années.
D'autres grands projets ont été réalisés pour renforcer notre économie. C'est le cas du port polyvalent de Dorali. Une enveloppe totale de 590 millions de dollars américains a été nécessaire pour sa réalisation. Inauguré le 24 mai 2017 par le président de la République, le DMP est un port polyvalent et ultra moderne capable d'accueillir des navires marchands de dernière génération. Également, de Djibouti Demerjoog Industrial Development SIS à Demerjoog, un gigantesque projet de zone franche industrielle axée sur l'industrie lourde. Une infrastructure d'ensemble prévue pour accueillir notamment un parc de stockage d'une capacité de 380 000 m3, un port polyvalent avec un quai de 270 mètres, une raffinerie de pétrole et toutes les infrastructures de base. À long terme, DDID comprendra un terminal d'exploitation de gaz naturel liquéfié, une installation de laminage d'acier, une cimenterie, un chantier de réparation navale et un port d'élevage, un projet qui doit à terme générer des milliers d'emplois. Au niveau des régions de l'intérieur, des projets similaires seront réalisés, et notamment le port de Tadjoura qui accueille déjà des navires sans interruption depuis plusieurs mois, mais aussi celui des Goubettes. Pour augmenter les opportunités, les infrastructures portières seront complétées par la mise en service en janvier 2017 d'une nouvelle ligne ferroviaire. En plus de transporter des passagers, la ligne de chemin de fer QP transportait quelques 4000 tonnes de marchandises par jour avec des trains roulant à 90 km/h a réduit considérablement le temps de transport des marchandises. La ligne doit transporter à terme plus de 10 millions de tonnes par an. Air Djibouti va compléter ce dispositif. Autre réalisation de taille, la zone franche internationale de Djibouti. Elle est la plus grande zone franche commerciale d'Afrique. L'ouvrage a nécessité un investissement total de 3,5 milliards de dollars. Rien que la phase initiale, une zone de 240 hectares est le résultat d'un investissement de 370 millions de dollars. L'ensemble s'étend sur une superficie de 4800 hectares. Pour attirer les investisseurs, des vastes réformes seront engagées au début des années 2000 pour transformer et moderniser notre place financière. Djibouti n'est compté que 2 banques conventionnelles en 2006. Le secteur se compose aujourd'hui des 37 institutions financières, toutes formes juridiques et activités confondues exercent dans notre pays. La panoplie de l'offre financière présente tous les types de produits et services financiers et a la prétention de répondre à presque toute forme de demande du marché local et sous-régional. La vision 2035 qui guide l'action gouvernementale sur le long terme sera optimisée avec le lancement par le chef de l'État du FSD, le Fonds souverain de Djibouti, estimé entre 1,5 et 2 milliards de dollars. En lançant le FSD, le président de la République mettra en avant sa conviction à la capacité du nouveau Fonds souverain de Djibouti à contribuer à l'avènement rapide d'une économie moderne, socialement inclusive, capable de créer un environnement propice à l'épanouissement et au développement. Considéré comme le troisième pilier de la chaîne d'édifices conférant à un pays les statuts légitimes de hub logistique planétaire, le président de la République a procédé au lancement de la transformation de l'ancien port de Djibouti en une cité moderne d'affaires, de finances et de commerce. Ce projet de grande envergure d'un montant total d'investissement de 350 millions de dollars fera de Djibouti un centre de business de premier plan, où la communauté d'affaires venue de par le monde pourra se rencontrer et échanger. Ce projet générera à terme plus de 27 000 emplois. Sur le plan des télécommunications, Djibouti Telecom bénéficie d'infrastructures de télécommunications modernes avec un accès à plus de 10 câbles sous-marins. La position stratégique de Djibouti lui permet de connecter l'Afrique et le reste du monde avec ses câbles de haute capacité. De nombreux projets sont en cours de développement pour augmenter ses performances. Le développement du secteur énergétique fondé principalement sur les énergies vertes, notamment géothermiques et éoliennes, sont en cours d'étude ou de réalisation et renforceront à terme l'interconnexion électrique djibouto-éthiopien et aboutir sur une énergie abondante et à moindre coût. Tous ces efforts, toutes ces réformes pour attirer les investisseurs ont pour finalité de booster l'économie nationale et vaincre la pauvreté. Cheval de bataille du président Guelleh. Le Kempinski Hotel a ce matin abrité une conférence de haut niveau sur la déclaration de Djibouti pour les réfugiés rapatriés et communautés hôtes, plus précisément sur l'éducation inclusive pour les réfugiés, les rapatriés et les communautés d'accueil. Cette conférence, qui revêt d'une importance capitale, a réuni outre les participants des pays de l'IGAD, les partenaires dont notamment le HCR, l'UNICEF, la coopération allemande, l'Union européenne, les intellectuels venus des universités. Cet atelier d'envergure régionale a pour mission, autour d'une concertation de 4 jours, d'examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti et de l'appel d'Addis Abeba pour une action sur l'éducation des réfugiés, des rapatriés et des communautés d'accueil, et ainsi adopter la feuille de route pour le cadre régional de certification de l'IGAD, mais aussi la prochaine phase du développement.
Par ailleurs, il serait question de présenter un programme de bourse d'études de l'UGAD pour un accès inclusif à l'enseignement supérieur pour les talents et étudiants réfugiés éligibles. Les échanges de ces 4 jours de concertation vont permettre à tous les participants d'avoir une compréhension limpide et l'état de mise en œuvre de la déclaration de Djibouti, l'adoption, mais aussi les directives pour les 3 prochaines années, mais également un engagement concret des partenaires à soutenir la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti et de ses plans d'action. Et coordonnateur du programme Éducation, Sciences et Technologies de l'IGAD, a entrepris en étroite collaboration avec les institutions mandatées de nos États membres des efforts couronnés des succès pour inscrire dans la réalité les axes essentiels de la déclaration de Djibouti. Nos travaux, discussions et débats au cours des 4 prochains jours permettront de faire le point sur les avancées tout en n'omettant pas de souligner de nombreux obstacles qu'il nous faut relever ensemble. Le représentant du GIZ a souligné que ce 3e de l'IGAD sur l'éducation s'inscrit dans la suite logique de la déclaration de Djibouti de 2017 et la 2e conférence des ministres en charge de l'éducation d'Addis Abeba qui a lancé un appel à l'action et réitéré les engagements pris dans la déclaration de Djibouti. Elle permettra d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti et de l'appel à l'action d'Addis Abeba sur l'éducation des réfugiés, des rapatriés et des communautés d'accueil. Quant à lui, le secrétaire de l'IGAD, le secrétaire exécutif de l'IGAD a dans ses propos indiqué en 2019, nos ministres en charge de l'éducation ont adopté la déclaration de Djibouti qui définit les principaux domaines prioritaires pour une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous, avec un accent particulier sur l'éducation de notre population. Au cours des 4 dernières années, l'IGAD et nos partenaires ont déployé des efforts concentrés, a-t-il dit, pour traduire la déclaration de Djibouti en actions concrètes. A-t-il poursuivi, je suis ravi de constater des progrès remarquables que nous avons réalisés depuis l'adoption de cette déclaration et de son successeur, l'appel à l'action d'Addis Abeba. Plan de réponse chiffré en matière d'éducation nationale pour la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti, ainsi que d'autres engagements régionaux et internationaux. En outre, l'IGAD a également élaboré un cadre politique régional complet en matière d'éducation et une stratégie régionale pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Écoutons à présent un extrait du secrétaire général de MENFOP. La République de Djibouti, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et l'IGAD ont organisé la première conférence des ministres de l'Éducation nationale des pays membres de l'IGAD sur une question aussi importante que vitale, qui concerne l'éducation, mais plus précisément l'éducation et l'inclusion des enfants réfugiés dans nos pays respectifs. Il y a 4 ans de cela, une décision importante, courageuse et audacieuse a été prise par l'ensemble de nos pays, celle d'inclure l'éducation des enfants réfugiés, les écoles des enfants réfugiés dans nos systèmes d'éducation nationaux. Cette décision qui a été prise ensemble a permis à beaucoup de jeunes d'espérer et de croire en l'avenir. Par cette décision aussi que nous avons prise ensemble il y a 4 ans, nous avons confirmé ensemble le droit indiscutable et inaliénable de l'éducation. Tout enfant qui se trouve sur le territoire national a droit à une éducation, quelle que soit son origine, quelle que soit son appartenance et quelle que soit sa nationalité. Nous avons ouvert des horizons pour beaucoup de jeunes. Nous avons créé l'espoir pour beaucoup de jeunes. 4 ans après, qu'en est-il? Quels sont les chemins parcourus ensemble? Je peux dire aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion,
mais aussi beaucoup de fierté, que beaucoup de choses ont été réalisées. Poursuivons toujours dans l'actualité nationale qui nous est parvenue sous la présidence conjointe des honorables Chamark Moussa Aré et Kaltoum Farah Saïd. La commission des finances, de l'économie générale et du plan élargi à la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains se sont penchés sur l'analyse des textes suivants. Un projet de loi autorisant la République de Djibouti à souscrire à l'augmentation générale et sélective du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Un projet de loi autorisant la République de Djibouti à souscrire à l'augmentation générale et sélective du capital de la Société financière internationale. Et enfin, un projet de loi portant modalités et conditions de cession de participation de l'État dans le capital des entreprises. Cette séance de travail a vu la participation des parlementaires, membres et non-membres des commissions précitées. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, son Excellence M. Ilyas Moussa Douale. Au terme de ces échanges, les parlementaires ont entériné l'examen des textes à l'ordre du jour. Le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed, a reçu ce lundi 6 décembre la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Djibouti, Dr René. Au cours de la réunion, les deux responsables ont fait le point sur les différents aspects de coopération entre le sport et l'OMS, notamment en matière de lutte contre les maladies non transmissibles, cardiovasculaires et la sédentarité. Les principaux axes de l'entrevue portaient sur le comment encourager les populations à adopter un mode de vie sain, activité physique, alimentation saine, lutte contre le tabac et sevrage contre le tabac. À promouvoir la sécurité sanitaire également, en veillant tout particulièrement à la sécurité lors des rassemblements et des événements de masse et à faire un travail de sensibilisation en faveur de la santé. Le sport est l'un des moyens les plus efficaces de mener une vie saine. La représentante s'est réjouie à la perspective de collaborer étroitement avec le secrétariat d'État chargé des sports dans le cadre des activités sportives pour rassembler les gens et favoriser la solidarité tout en prônant des habitudes plus saines, qu'il s'agisse de l'alimentation ou de l'activité physique pour tous, quel que soit leur âge ou leur sexe. Autre actualité de ce journal, où le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed a abrité hier une cérémonie de lancement de l'atelier portant sur l'élaboration des cadres de compétences et de formation pour les publics enseignants, chefs d'établissement et conseillers pédagogiques. Le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a lancé cet atelier en présence de la directrice générale du centre, Mme Aïcha Farah, du directeur général de l'enseignement, M. Abdi Dirir, du directeur de l'administration du MENFOP, M. Salah Alouane. À noter que cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du projet PRODA, appuyé par la Banque mondiale, est animé par Mme Lucie et M. Tierno, consultants internationaux du cabinet CDD Service, et M. Mahdi Mahmoud Issa, un consultant national. Les travaux de cet atelier vont se dérouler sur 2 semaines avec la participation de 40 personnes composées de formateurs du centre, des conseillers pédagogiques, d'inspecteurs et des chefs d'établissement. À l'issue de 10 jours de travaux, les équipes présenteront les référentiels du métier pour les 3 publics cibles, à savoir les enseignants, les conseillers pédagogiques, les chefs d'établissement, notant qu'enfin la clôture de l'atelier est prévue pour le jeudi 16 décembre 2021. Écoutons à présent où le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a souligné que l'atelier a vu une forte participation et a rappelé les objectifs fondamentaux de cet atelier. Tout d'abord, cette formation s'inscrit dans le cadre de notre processus de transformation de notre système éducatif. Et le produit de notre système doit être un produit de qualité, c'est-à-dire les jeunes que nous formons doivent maîtriser les compétences nécessaires qui leur permettent aussi bien de poursuivre des études, mais aussi de pouvoir s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Et donc, de ce fait, nous avons mis l'accent sur la formalisation des compétences exigées des 3 maillons de notre chaîne. Les enseignants, qui sont vraiment la clé, parce que c'est eux qui permettent de développer les compétences chez les élèves. Les chefs d'établissement qui doivent changer la manière de gérer les établissements. On doit sortir de cette logique des tâches pour aller vers une logique des résultats. Donc, on entre dans cette logique des machins. Et le conseil pédagogique qui est aussi
un élément, puisqu'il va accompagner l'enseignant, il doit aussi entrer dans cette logique-là. Et notre cadre de compétences doit nous permettre de formaliser ces compétences-là et ensuite de mettre en place un dispositif de formation déjà, ça c'est sûr, parce que c'est dans la logique, mais au-delà de ça, peut-être aussi faire une évaluation des compétences. Oui, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un atelier très très important et l'implication de tous est plus qu'indispensable. C'est un atelier d'échange et de construction ou de co-construction. Je voudrais remercier la directrice générale du CFF pour la réalisation de cet atelier. Je voudrais aussi remercier l'inspection générale qui est copilote de cette activité-là. Je souhaite vraiment que cet atelier soit un atelier productif et que dans 15 jours, on puisse mesurer les résultats. Le directeur de la radio et télévision de Djibouti, M. Aden Abdi Djama, a participé ce matin via vidéoconférence avec des représentants des pays arabes aux travaux de la 5e session du Forum de coopération Chine-Arabe sur la radio et la télévision. Organisé à Pékin, la capitale chinoise, en présence de la partie chinoise et par via vidéoconférence pour les participants de la partie arabe. Au cours de cette session, les participants ont discuté des perspectives prometteuses de coopération entre la Chine et les pays arabes dans la promotion du développement intégré des médias et la construction des médias de radio et de télévision intelligents. Le forum a réuni Wang Kunming, membre du bureau politique du comité central du PCC, chef du département de la propagande du comité central du PCC et secrétaire général de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Aboulgate et M. Sam Barnett. Directeur exécutif du Centre de télévision du Moyen-Orient, en plus de nombreux directeurs de radio et de télévision arabes du côté chinois, des personnalités de haut rang du corps politique et médiatique et des représentants des ambassadeurs arabes en Chine. Dans son discours d'ouverture du forum, Wang Kunming, membre du bureau politique du comité central du PCC et chef du département de la propagande du comité central du PCC, a souligné la consolidation de l'amitié du peuple sino-arabe coïncidant avec le développement de la coopération sino-arabe au cours des dernières années. Il note la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de la radiodiffusion, de la télévision et des échanges culturels pour répondre aux attentes communes des peuples chinois et arabes. Pour leur part, les participants ont exprimé leur inspiration à l'amélioration continue du mécanisme de coopération de radio, de télévision, afin de contribuer à la promotion de l'intégration industrielle dans ce domaine, en plus d'intensifier les échanges culturels entre la Chine et les pays arabes. Face aux recrudescences des plaintes pour vol dans le secteur de Hodan 1, les éléments du commissariat de Hodan ont effectué une opération de grande envergure pour mettre un coup d'arrêt final à des actes perpétrés par des délinquants qui sévissent dans plusieurs quartiers de ce secteur. C'est dans ce cadre qu'une grande opération a été menée pour arrêter un voleur qui sévissait dans les différents quartiers de Hodan 1. Le matériel volé était constitué d'une chambre à coucher complète et d'autres mobiliers de maison. Le voleur était également le gardien de l'entrepôt où le matériel était stocké. C'est suite à une altercation avec des voisins que le mis en cause a été appréhendé. Les policiers du commissariat de Hodan ont également arrêté le reseller qui était chargé de liquider le matériel volé sur le marché noir. Les opérations de lutte contre la délinquance menées par les officiers de police judiciaire du commissariat de Hodan se poursuivent toujours. La mise en cause a été arrêtée et déférée devant le parquet de justice pour répondre de leur acte. Depuis plusieurs semaines, le mouvement des jeunesses unis et indivisibles sillonne la capitale et la région de l'intérieur pour sensibiliser les jeunes sur l'importance du volontariat et la distribution des kits aux enfants et aux familles pauvres des plusieurs sous-préfectures de la région de l'intérieur. Après avoir distribué les kits dans les autres sous-préfectures des autres régions, le mouvement des jeunes unis et indivisibles s'est rendu ce samedi à la sous-préfecture de la région de Tadjoura, appelée Adaiteli, qui n'est pas loin de Sagalou, pour procéder à la distribution de vêtements neufs pour les enfants défavorisés, des kits d'équipement, matelas, couvertures, etc., ainsi que de chaussures de différentes tailles pour 100 familles les plus nécessiteuses. Écoutons à présent un extrait de Mohamed Ali Mohamed, membre du comité de mouvement de la jeunesse unie et indivisible. Aujourd'hui, nous sommes à Adeli, pas loin du village de Sagalou, pour distribuer aux plus nécessiteux des denrées alimentaires, des habits pour les enfants,
des fournitures scolaires avec ses sacs d'école. Et nous avons aussi distribué tout à l'heure, plus tôt dans la journée, à Danlayaf, dans la région de Bok, les mêmes les kits. En plus, il y avait des draps aussi, et des chaussures, et des habits pour bébés, pour enfants. Et en cette période d'hiver, c'est ce dont ils ont besoin. Et nous avions aussi commencé à distribuer à Demerjog et la semaine dernière, aussi à Diril. Et nous allons poursuivre cette distribution aux plus nécessiteux. C'est comme un signe de solidarité d'une jeunesse qui est main dans la main, unie, une et indivisible, comme le nom de l'association. Et cette distribution, comme je le disais, va se poursuivre la semaine prochaine à Alessabié et plus tard dans les 2 communes de la capitale, à savoir Balbala et Boulouas. Nécrologie à présent, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Dimbio, Mohamed Dimbio, décédé aujourd'hui à Djibouti, âgé de 80 ans. Il laisse derrière lui plusieurs enfants et petits-enfants. Le défunt a été porté disparu à peu près d'une semaine. En cette circonstance douloureuse, nous adressons nos sincères condoléances à la famille du défunt. Que Dieu l'accueille dans son vaste paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sur la scène internationale à présent, je vous le disais dans les titres, l'éruption spectaculaire du volcan indonésien Semeru ce week-end a dévasté plusieurs villages et fait 15 morts. Le volcan a de nouveau projeté des cendres lundi, ce qui ralentit les efforts des secours pour rechercher des survivants. Le volcan indonésien Semeru a de nouveau projeté des cendres ce lundi, ralentissant les efforts des secours pour rechercher des survivants après l'éruption spectaculaire de ce week-end qui a dévasté plusieurs villages selon un dernier bilan. Le plus haut comme sommet de l'île de Java a projeté samedi un vaste panache de cendres et provoqué de flots de boue brûlante qui ont envahi des villages situés sur ses flancs. Plus d'1 millier d'habitants paniqués ont dû être évacués. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.